Alors la démarche, ben, je pars du contexte, hein. Ce contexte, c'est une saloperie de virus qui s'est permis de franchir une frontière infranchissable et qui a communiqué ce virus à l'homme. Notre propos aujourd'hui sera de veiller au sein de nos actions individuelles et collectives, au sein de l'entreprise et au sein de l'économie en général, à ce que l'homme, à son tour, ne transmette pas ce virus aux entreprises et encore moins à l'économie. La stratégie, souvent, a été considérée par les PME au sens large, donc les TPE, les PME, comme quelque chose d'assez diffus, d'assez obscur, en tout cas, comme quelque chose qui était l'apanage des grosses boîtes et des groupes multinationaux. Voilà, moi je soutiens que, évidemment, la stratégie est l'affaire de tous et que tous autant que nous sommes ce matin et tout ce qui nous entoure, tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille, s'ils ont entrepris, s'ils ont créé une entreprise, c'est qu'ils ont fait de la stratégie et qu'ils en font tous les jours, même parfois sans s'en rendre compte. Alors, quelle que soit sa taille, une chose qui est certaine, comme je l'exposais au début de mon propos, l'entreprise ne pourra plus s'affranchir de regarder un petit peu au-delà, en tout cas à moyen terme, à 3 ans. Et voilà, j'ai mis une petite équation qui est amusante, c'est que souvent, et jusque-là, la définition de demain, ben, c'était aujourd'hui plus un jour. Ça, tout le monde le comprend. Il va falloir peut-être changer un petit peu cette équation, même si le résultat demeurera, lui, inchangé. Je préfère écrire aujourd'hui que demain, c'est aujourd'hui plus 3 ans, moins 3 ans, plus un jour. Ça veut dire simplement que pour prendre une décision qui concerne le lendemain, ben, il sera parfois utile de regarder à 3 ans et revenir au jour d'aujourd'hui pour prendre cette décision. Alors ce projet stratégique, à quoi ça sert finalement? Soyons concrets. Voilà, là j'ai cité Sénèque, hein, qui disait il n'y a pas de vent favorable pour un voilier sans cap. Eh bien, le projet stratégique, il commence à servir à fixer un cap et à placer l'entreprise sur une trajectoire. Une trajectoire, c'est un chemin en fait qui sépare sa position actuelle du cap qu'elle a fixé en jalonnant ce chemin d'un certain nombre de points de passage et de validation d'étapes qui vont lui permettre d'assurer non seulement sa pérennité, mais bien souvent sa survie. Ce projet stratégique va également permettre à l'entreprise de faire des choix pertinents, y compris des choix courageux, extrêmement difficiles, de mutation ou de rupture, voire d'abandon d'activité, on le verra, en fonction des atouts de cette entreprise par rapport à l'attractivité plus ou moins importante de son marché. Ce projet stratégique va nous permettre aussi de renforcer, c'est essentiel, la confiance que les partenaires et les parties prenantes de l'entreprise pourront placer en elle et en son avenir. Et je parle là au premier plan, j'y reviendrai, des partenaires financiers. Elle va permettre aussi à l'entreprise de disposer d'une feuille de route et de plan d'action objectivé permettant un pilotage agile. On essaiera de voir, alors peut-être pas aujourd'hui, mais la fois suivante, lundi prochain, ce qu'est un pilotage agile. Ça va nous permettre, ce projet stratégique, de renforcer également le sentiment d'appartenance des salariés. La force et la performance collective. Cet axe-là est essentiel, notamment dans le monde coopératif et dans le statut qui vous occupe hein, et pour lequel vous avez opté. C'est qu'effectivement, la force d'un projet stratégique démarre essentiellement par la capacité de l'équipe dirigeante à faire adhérer le plus grand nombre dans l'entreprise à ce projet. Ça, c'est la règle d'or. Ensuite, ce projet va permettre de démontrer et de justifier, c'est bien la finalité qui nous occupe aujourd'hui, de justifier donc les besoins de financement auprès des banques et des investisseurs et de rassurer sur la capacité de l'entreprise à les rembourser dans les années qui viennent. Enfin, et c'est pas neutre, pour avoir accompagné plusieurs centaines de dirigeants d'entreprise, je puis vous dire que cet axe-là est important. Ce projet stratégique doit aussi protéger les équipes dirigeantes et les dirigeants contre le risque de solitude, d'isolement et d'erreur d'appréciation que l'on peut observer lorsqu'une PME traverse une situation de crise, quelle qu'en soit la nature. Alors comment ça marche? Eh bien, il y a un premier acte à poser, un acte fondateur, qui n'est pas lourd,
qui peut se régler en une journée. Hein, il suffit de décider en une journée de réunir tout le monde. C'est de redéfinir la charte de l'entreprise. C'est pas qu'un mot. La charte, c'est ce que j'appelle le cadre de référence. C'est le socle sur lequel on va pouvoir construire le reste. Ce socle, il a plusieurs dimensions, mais principalement la vocation. C'est quoi le sens de la boîte? La boîte s'est créée, elle a eu un sens, elle s'est développée. Est-ce que ce sens est toujours le même? Est-ce que tous ces acteurs, ces fondateurs, mais également ces salariés et les dirigeants des générations futures, est-ce que ce sens est toujours le même? Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Quelles sont ses finalités? Quelles sont les règles du jeu? Mais aussi, quelles sont les contraintes externes qui s'imposent à elle? Ça, il faut en faire le tour, être vraiment clarifier cette charte et la faire adopter par le plus grand nombre. C'est ce que je disais, de façon à ce qu'un dirigeant ou une équipe très récente de dirigeants, à elle seule, ne tire pas le navire, parce que de toute façon, ça conduirait à des projets qui ne seraient pas bien. Deuxième acte à poser, c'est écrire, et parfois découvrir ou redécouvrir les métiers de l'entreprise. Alors ça paraît être enfoncer des portes ouvertes, et pourtant, on s'aperçoit que l'entreprise rentre, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le secteur d'activité, industrie, commerce, service, dans une routine de production, une routine de commercialisation, une routine de fonctionnement, sans s'interroger, peu ou prou, finalement, sur ces métiers, sur ces savoir-faire profonds. C'est le moment de réfléchir à ça et finalement de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas élargir un petit peu les compétences qu'on a acquises, les savoir-faire qu'on a développés, finalement, à d'autres produits, d'autres services qui pourraient augmenter un petit peu le portefeuille de ce qu'on propose au marché. Y a-t-il de nouveaux métiers qu'on pourrait donc imaginer? Est-ce qu'il y a aujourd'hui chez nous des activités finalement qui traînent des métiers assez peu productifs, voire dévalorisants, et qui pourraient être abandonnés parce que ils coûtent cher à l'entreprise, il n'y a plus de marché, le marché s'est retourné, et il plombe effectivement notre structure. Y a-t-il, en revanche, des métiers, parce que notre marché a explosé, qu'on a dû externaliser, faire appel à la sous-traitance, et qui pourraient peut-être aujourd'hui être réinternalisés, voire internalisés? Est-ce qu'il y aurait des savoir-faire dans notre boîte, indépendamment des produits qu'on vend ou des services qu'on propose, des savoir-faire qui ont émergé et qui pourraient faire l'objet d'une valorisation et voire d'une commercialisation là aussi pour diversifier un petit peu nos offres. La troisième étape, c'est de faire le point sur les forces et les faiblesses de l'entreprise. Donc je ne vais pas forcément les détailler, on les reverra, on verra un petit peu la méthode tout à l'heure, mais ça c'est le troisième acte à poser, s'interroger sur, et avec courage, sincérité et honnêteté intellectuelle, c'est pour ça que ce travail doit être collectif, c'est extrêmement important, quelles sont nos forces aujourd'hui et quelles sont nos faiblesses. Quatrième acte, c'est évaluer son environnement, c'est-à-dire procéder à un diagnostic concernant les menaces et les opportunités par rapport donc au positionnement de notre entreprise. Finalement, analyser les forces et les faiblesses, les menaces et les opportunités, vous l'avez compris, c'est poser le diagnostic à la fois interne et externe de l'entreprise. Voilà, quatrième acte. Cinquième acte, eh bien, il va falloir très simplement, ce sont des choses qui ne sont pas lourdes à faire, analyser nos activités. Là aussi, on met tout à plat. Qu'est-ce qu'on fait dans la boîte? Quelles sont nos activités? Aujourd'hui, l'entreprise interagit avec son marché, son environnement, très bien. Et dans les années qui se sont succédées, elle a développé des produits, des services, globalement une offre qu'elle a proposée à un marché, à un segment de marché, voire une niche. Et c'est finalement cet écosystème qui l'a fait vivre. Ça, c'est la position d'aujourd'hui. Et pour ça, elle a dû, même inconsciemment, sans faire de grandes théories stratégiques au marketing, procéder à ce qu'on appelle une segmentation stratégique. C'est-à-dire qu'elle s'est interrogée sur le couple qu'elle pouvait former entre un métier qu'elle maîtrisait et un marché, un segment de marché ou une niche qu'elle voulait adresser. Voilà, la croisée finalement de ce métier, de ce domaine, de ce couple, on trouve ce qu'on appelle en stratégie un domaine d'activité stratégique, un DAS. Ça, c'est la position actuelle. C'est vite fait. Il est important de cartographier ça, entreprise par entreprise. Et puis, une fois qu'on a fait ça,
interrogeons-nous sur l'évolution de cet environnement. Les DAS d'aujourd'hui, que deviendront-ils demain? Et à ce moment-là, en fonction des évolutions qu'on arrive à anticiper, à prévoir, il faut très vite s'interroger sur la capacité de notre entreprise à adapter nos métiers actuels pour pouvoir demain répondre finalement aux nouvelles exigences de nos marchés. Faut-il adapter les métiers? Faut-il recruter de nouvelles compétences? Faut-il former du personnel, etc. Ça, c'est l'exercice de base, c'est notre 5e étape. Évidemment, tout ça doit se faire avant de poser ce que j'appelle les choix stratégiques. On ne fait pas d'analyse et de diagnostic pour le plaisir, c'est pour prendre à un moment donné un choix ou des choix stratégiques. En faisant gaffe à un truc, c'est que le choix qu'on va prendre ou les choix qu'on va poser, il va falloir les soumettre, évidemment, au principe de réalité, c'est-à-dire à faire une validation de cohérence par rapport au moins à 2 axes. D'abord, le cadre de référence dont j'ai parlé tout à l'heure de l'entreprise, ses valeurs, ses finalités, sa vocation, ses envies, mais également à sa capacité matérielle et financière de pouvoir poser ses choix, pour qu'il reste évidemment réaliste. Tout ça, c'est un exercice super simple à faire. On n'a pas besoin franchement, d'un niveau d'expertise en stratégie pour le conduire. Il est essentiel. On le verra, il doit être impulsé par l'équipe dirigeante, qui doit évidemment essayer de recueillir et faire adhérer le plus grand nombre à son projet pour lui donner une chance de succès. Pour ça, elle doit mobiliser toutes les forces créatives, d'imagination, évidemment de volonté, mais aussi de rigueur méthodologique, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. 7e étape, eh bien, une fois qu'on a fait nos choix stratégiques, il faut en fixer des objectifs. Là aussi, et évaluer les moyens nécessaires en termes d'investissement, de ressources humaines, de compétences, d'immatériel et de matériel pour pouvoir atteindre ces objectifs de façon quasi certaine. Pour ça, il faut définir des objectifs de façon réaliste. Nous, on utilise le terme SMART, qui est bien connu. Il faut que les objectifs, quels qu'ils soient spécifiques, précis, donc mesurables. Il faut qu'ils soient atteignables, sans quoi c'est même pas la peine de poser, et c'est surtout pas la peine d'essayer de convaincre les équipes opérationnelles de les atteindre. Il faut que cet objectif soit réaliste, et évidemment qu'il soit jalonné dans le temps, c'est-à-dire qu'il s'inscrive dans un objectif temporel. 8e étape, une fois que les objectifs sont fixés, il faut décliner tout ça en plan d'action. Plan d'action, c'est très simple. C'est qui fait quoi, quand, combien. Et évidemment, chaque plan d'action doit être évalué. C'est très important. Donc, la notion d'indicateur de pilotage. Je crée un plan d'action, j'en confie la responsabilité à quelqu'un et régulièrement, selon une fréquence que je vais déterminer, je vais analyser un indicateur d'avancement et de succès. 9e étape, eh bien, une fois que tout ça est fait, il va falloir soumettre le projet à l'arbitrage économique et financier de ce qu'on appelle le business plan. C'est quoi? C'est simplement les prévisions économiques et financières qui découlent simplement de tout ce projet stratégique qu'on a construit depuis le cadre de référence jusqu'à la finalisation des plans d'action.